Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour le journal de TV78. Bienvenue dans cette édition du mardi 21 septembre. Voici les titres. Le procès s'ouvre demain à Versailles. 6 personnes comparaissent devant la justice pour l'incendie du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019. La structure, lieu culturel apprécié dans la commune, était entièrement détruite par les flammes. La soirée avait été émaillée également de violences à l'encontre des forces de l'ordre. Bâtir des territoires de confiance, le nom de cette journée dédiée à la sécurité numérique dans les collectivités. Elle s'est déroulée aujourd'hui au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, organisée par l'agglomération et le J4. Nous en parlons avec notre invité Bertrand Coquart, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis direction le Vésinet à la fin de cette édition, commune où est résidée Joséphine Baker. Pendant 18 ans, les jardins de sa demeure, la Villa Beauchesne, s'ouvraient exceptionnellement au public. C'était à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Yann Arthus Bertrand qui s'expose dans des églises yvelinoises, c'est également dans ce journal et on en parle tout à l'heure. Les incendiaires du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes devant la justice à partir de ce mercredi. Pendant 2 jours, le procès, pour lequel la municipalité notamment se porte partie civile, va se dérouler devant la cour correctionnelle et le tribunal pour enfants de Versailles. Une audience quasiment 2 ans après les faits et la destruction de ce lieu culturel. Les précisions avec Nicolas Dandry. L'incendie avait ému dans le département des Yvelines. Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, le chapiteau de l'Arche, lieu d'initiation aux arts du cirque et de la danse, était détruit totalement par les flammes à Chanteloup-les-Vignes. Perte matérielle chiffrée à plus d'1 million d'euros causée par cet acte volontaire. Près de 2 ans après les faits, 6 personnes comparaissent à partir de ce mercredi devant la justice à Versailles. 5 personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel et un des mis en cause a été renvoyé devant le tribunal pour enfants puisqu'il était mineur au moment des faits. Alors ils sont renvoyés des chefs de destruction volontaire par incendie, donc plusieurs années de prison et également des violences assez importantes sur des forces de l'ordre. Le chapiteau s'était embrasé lors de scènes de violence urbaine qui avaient touché le quartier de la Noé. Vers 21h30 le 2 novembre 2019, les policiers sont appelés pour un feu de poubelle. Les forces de l'ordre doivent alors essuyer pendant plusieurs heures des jets de pierre et de cocktails Molotov ainsi que des tirs de mortier. Ces événements en fait se sont inscrits à une période, c'était la fin de l'année 2019 où il y avait eu plusieurs événements de violence urbaine dans le département des Yvelines, donc qui avaient marqué effectivement de façon très importante cette époque-là. Depuis, le Covid aussi est passé entre-temps, ces événements ne se sont pas reproduits et bien sûr ça n'est pas ce qu'on souhaite. Le site va renaître de ses cendres, un espace culturel est en cours de construction en lieu et place de l'ancienne arche. Quant à la Compagnie des Contraires, l'association qui occupait les lieux, elle a pu reprendre ses activités sur la dalle voisine, où un nouveau chapiteau a été dressé avec le soutien de la région Île-de-France. Le procès va durer 2 jours, les 22 et 23 septembre. La justice pourrait statuer tout de suite ou mettre sa décision en délibéré. Dans l'actualité judiciaire également, 12 000 € d'amende requis par le procureur de la République à l'encontre de Jean Messia. Le polémiste et chroniqueur comparaissait ce lundi devant le tribunal de Versailles pour injure publique. Le 11 février dernier, sur son compte Twitter, il estimait que les islamistes avaient, je cite, un ami dans les Yvelines en se référant au préfet Jean-Jacques Brault. Un tweet survenu en pleine affaire du professeur de philosophie Didier Lemaire attrape. Jean-Jacques Brault avait porté plainte contre l'ancien délégué du Rassemblement national. Le tribunal de Versailles rendra sa décision le 18 octobre prochain. Bâtir des territoires de confiance, je vous en parlais dans les titres, c'était cette matinée de conférence proposée au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, organisée par l'agglomération et le J4, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Au menu de cet événement, les technologies du numérique au service des collectivités locales. Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. Une cartographie du quartier du Stade de France avec différents types de données, le principe de cette plateforme digitale de sécurité développée par Thales, un groupe industriel de défense. Je vais prendre un incident type agression. Quand je clique dessus, j'ai accès à une fenêtre qui va s'ouvrir, hop, ici. J'ai mon incident avec un environnement qui a été donné et une procédure à suivre par type d'incident. En fonction d'un accident donné, on fait une type de procédure. Cette solution est conçue sur le site de Vélizy. Elle est destinée aux collectivités locales et aux sites sensibles. L'idée est d'assurer la sécurité à partir des données collectées par des capteurs. La plateforme a pour objectif de fédérer les données et les sous-systèmes qui sont déjà disposés dans les villes afin d'apporter un tableau de bord, une vision concrète de ce qui se passe dans la ville. Ça peut être une caméra de vidéoprotection, mais ça peut aussi être un détecteur de bruit. Cet ensemble-là va permettre de dire il y a un bruit anormal à un moment donné dans la journée. Est-ce que ce n'est pas un chantier pirate? Est-ce que ce n'est pas une fête? Ou est-ce que ce n'est pas un incident qui s'est produit?
Plusieurs technologies ont été présentées en parallèle des tables rondes organisées dans le cadre de la matinée Bâtir des territoires de confiance, des échanges entre des industriels, des élus locaux et des représentants de l'État sur la place du numérique dans l'activité des collectivités locales. Là, c'était de voir comment, finalement, au travers d'outils qu'on expérimenterait au plus près des territoires, donc en lien avec les maires, les présidents d'exécutifs locaux, on les ferait partager à nos concitoyens pour instiller ce qu'on recherche, c'est finalement du numérique de confiance. Et on a besoin pour que cette confiance s'installe, que ces projets d'expérimentation soient portés par les collectivités locales. Parmi les projets innovants menés par une collectivité, il y a le commissariat d'agglomération du futur, un outil technologique qui devrait voir le jour à Elancourt en 2024. Et pour continuer à parler de ce sujet, Bertrand Coquart m'a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de 50 ans en Yvelines, délégué à la Smart City, à l'énergie et à l'éclairage public. Première question déjà, que retenez-vous des échanges de ce matin ? Des échanges très constructifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités locales, on a pu voir, ont été des fois soumis un petit peu à des attaques de cyber rançon. Donc effectivement, c'était intéressant de pouvoir discuter de tout ce qu'on pouvait leur apporter comme aide concrètement suite à ça. Et puis beaucoup d'échanges basés sur l'éthique aussi, parce que la notion de numérique, c'est la notion de partage de données et comment on pouvait construire aussi un territoire de confiance, et aussi la notion de la donnée, comment les usagers pouvaient nous faire confiance en gardant leurs données. Voilà. Alors on l'a vu dans le sujet, l'agglomération est engagée dans l'innovation technologique du numérique. On a parlé de ce projet du commissariat du futur à Elancourt. En quoi justement il s'inscrit dans cette stratégie de l'agglomération ? Et aujourd'hui, on sait que nous allons recevoir, on a la chance d'avoir 4 sites pour les Jeux Olympiques, et on souhaiterait effectivement avoir un commissariat qui soit totalement avec des outils numériques qui permettent d'avoir la meilleure sécurité possible aujourd'hui avec l'usage de drones et autres. Et c'est vraiment important pour la sécurité de nos concitoyens de faire appel à toutes sortes de techniques, et bien sûr le numérique en fait partie. Donc par exemple l'événement d'aujourd'hui, ça rejoint un peu cet objectif, c'est d'être initiateur, de parler de ces idées qui peuvent se développer dans le futur sur le territoire ? Oui, il y a eu, au-delà du commissariat du futur, il y a eu deux annonces assez importantes. Quand on parle de cybersécurité, on parle aussi de comment on peut identifier la menace et comment on peut la traiter. Donc c'est deux choses qui, dans un jargon, on parle de SOC et de CERT. SOC, c'est effectivement la possibilité d'avoir des experts qui peuvent intervenir auprès des PME ou intervenir auprès des collectivités pour identifier une menace et pouvoir effectivement la traiter. C'est la fameuse cybercaserne que porte 50 ans en Yvelines à travers un projet porté aussi par la région. Et donc on va parler dans un instant. Parfait. Juste d'abord, quelles sont les technologies déployées à 50 ans en Yvelines sur le territoire dans le cadre de la ville intelligente, ce qu'on appelle la Smart City ? Quelles sont-elles ? Alors, elles sont multiples. Ce qui est le plus abouti aujourd'hui, c'est bien sûr la gestion des éclairages intelligents, dans lequel on a pu penser au volet cybersécurité aussi, puisqu'on a développé avec tout un pack Airbus notamment et d'autres industriels, un pack qui nous permet effectivement d'être protégés contre les attaques. Donc concrètement aujourd'hui, sur les voies intercommunales 50 ans en Yvelines, l'éclairage est un éclairage à LED intelligent qui permet de s'adapter à distance et qui est piloté avec un humain derrière qui permet de contrôler le niveau d'intensité. Voilà quelques-unes des technologies. Justement, pourquoi les utiliser ? Quels sont les objectifs pour 50 ans en Yvelines ? Les objectifs, c'est bien sûr de répondre au développement durable aussi, à consommer mieux, et puis de mettre l'usager au centre effectivement du développement. Donc c'est quelque chose qui est important dans le éclairage intelligent. Ça permet assez facilement aussi à des personnes effectivement handicapées aussi de pouvoir se mouvoir avec des technologies particulières. Et alors vous en parliez, on va parler aussi des projets qui sont à venir, qui pourraient émerger sur le territoire. Et cette annonce de Valérie Pécresse le 18 mars dernier, qui a évoqué un projet de cybercaserne régionale qui ouvrirait à 50 ans en Yvelines. Que pouvez-vous nous dire sur ce projet concrètement ? On est très fiers. D'abord, nous portons ce projet-là avec d'autres territoires, notamment Lille. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une équipe de personnes qui peut agir sur 3 choses. Donc cette fameuse cybercaserne, il faut vraiment voir ça comme une caserne de pompiers en fait,
Les pompiers font un travail formidable. Ils sont à la fois là sur la prévention, en nous expliquant comment faire en sorte d'éviter le feu. Donc pareil, il y a cette notion de veille qui permet effectivement de donner les bons conseils et aussi d'intervenir quand la menace est là, quand le système est hacké, quand il y a des villes malheureusement qui se sont fait hacker et il n'y avait plus de service aux habitants. Donc un petit peu des ingénieurs qui viennent réparer ça et qui font en sorte effectivement que ça ne se reproduise pas. Donc cette cybercaserne régionale est vraiment dédiée à ça. C'est très novateur et on est très fiers de l'avoir sur 50 ans en Yvelines. Ça devrait se développer dans l'année prochaine. Et vous le disiez, un rayonnement régional du coup pour cette cybercaserne ? Un rayonnement régional, mais on travaille étroitement avec l'Île-de-France, donc on sera pilote pour l'Île-de-France, on en est très fiers. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important. Territoire d'innovation, on en parlait à 50 ans en Yvelines, on est complètement dedans. Dernière chose, mais vous l'avez dit, a priori l'année prochaine pour voir émerger ce projet ? Absolument, avec peut-être un autre système porté par Seine-Yvelines Numérique, qui est hébergé sur le territoire de 50 ans en Yvelines. On parlait du système, du SOC, le fameux système qui permet de pouvoir détecter des attaques malveillantes pour ses usagers, donc sur le territoire des Yvelines ou des Hauts-de-Seine, aussi en avril 2022. Il nous reste une minute à peu près sur le territoire de 50 ans en Yvelines en matière de cybersécurité. On sait qu'il y a de grands groupes, mais aussi des PME qui sont implantés et qui parlent de cette thématique. Il y a aussi l'école 2600 qui va former sur les métiers de la cybersécurité. L'objectif pour l'agglomération, on le disait tout à l'heure, être initiateur dans ce domaine. Complètement. Aujourd'hui, il nous manque à peu près 3000 postes qui touchent à la cybersécurité. On a besoin de former. On a la chance d'avoir fait venir l'école 2600, qui est la première école 100% dédiée pour former des gens à la cybersécurité. Ils recrutent, c'est gratuit, c'est en fonction de l'apprentissage. Ils recrutent Bac+2, ils sont 75, c'est la première promo, et ils vont jusqu'au master. Donc on essaye aussi de se doter des outils de formation qui permettent de répondre aux demandes croissantes des entreprises. Merci Bertrand Coquard d'être venu en plateau, et je rappelle que vous êtes vice-président de 50 ans en Yvelines, délégué à la Smart City, à l'énergie publique et à l'énergie et à l'éclairage public. Voilà, j'ai remis les mots dans le bon sens. Merci d'avoir été avec nous. Dans l'actualité également, des chiens héros, c'est le nom de ce trophée qui est remis tous les 2 ans par la Centrale Canine pour mettre en lumière ces animaux et les honorer publiquement pour le travail accompli au quotidien. Parmi les 18 lauréats, 5 chiens des pompiers des Yvelines capables de détecter des maladies, en l'occurrence le Covid-19. Oxmo, Oscar, Norty, Leico et Ginkgo ont tous été formés à la détection olfactive au virus à l'école nationale vétérinaire à Dalfort, c'est dans le Val-de-Marne. Et ils ont été les premiers en France et nous avions pu les suivre à l'époque. Vous le voyez sur ces images, bravo à eux et également à leur maître chien. Et dans l'actualité, renforcer l'égalité homme-femme dans la vie locale, c'est le principe d'une charte européenne. Elle a été signée vendredi dernier par François Morton, le maire de Guyancourt. La commune a 2 ans pour mettre en place les premiers projets respectant les 6 principes de la charte. Des actions sont toutefois déjà en place dans la commune. Les précisions de Mélanie Poquet. Caroline Aigle était pilote de chasse, la première affectée au sein d'un escadron de combat de l'armée de l'air. Et à Guyancourt, la première dénomination féminine de voix et d'équipement mis en place par la commune depuis 2010. On a la parité depuis 2010. Voilà, ça c'est une vraie volonté politique depuis cette époque-là. Mais on a beaucoup à rattraper. Nous allons ouvrir 2 salles d'arts martiaux très prochainement. Nous avions fait la demande avant les Jeux Olympiques de Tokyo à Clarisse Agbenienou de bien vouloir nous prêter son nom et elle l'a accepté. C'est très bien d'avoir aussi cette diversité de noms de femmes. L'une des dernières dénominations que nous avons faites était celle de Thérouenne de Méricourt sur le Mail des Saules. Vendredi 17 septembre, Guyancourt a signé la Charte européenne d'égalité hommes-femmes. La commune a 2 ans pour respecter ses engagements divers, comme une sensibilisation auprès des jeunes, l'impact sur la carrière d'agent public, mais aussi pour la vie locale des Guyancourtois. Je crois très fortement, par exemple, dans la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, pour plein de raisons. Pour leur sociabilisation, pour leur scolarité bien évidemment, mais aussi parce que c'est un levier puissant pour permettre notamment à des femmes de reprendre une activité professionnelle. On souhaite également maintenir ce nombre de places en crèche important pour une ville de notre strate, et ça aussi ce sont des leviers puissants. Guyancourt organise chaque année le Temps des femmes, un mois d'animation, d'activités et d'exposition. La commune espère donner rendez-vous d'ici 2 ans pour évaluer les résultats.
À Montigny-le-Bretonneux, l'église de Saint-Quentin-les-Sources a reçu récemment Yann Arthus Bertrand pour son exposition Laudato Si. Laudato Si, c'est avant tout une lettre envoyée par le pape François à tous les catholiques pour alerter sur l'urgence climatique. Le photographe français, grand défenseur, on le sait, de la cause environnementale, a décidé d'illustrer certains passages de ce texte avec ses photos et de transformer le tout en une exposition d'une vingtaine de panneaux. Les propos recueillis par Antoine Durand. Il y a beaucoup d'églises vertes justement qui m'ont demandé si on pouvait avoir des photos, donc on a imprimé des jeux de photos. Voilà. Pour moi c'est important parce que ça porte des valeurs essentielles, qui sont des valeurs que porte la religion, voilà, la bienveillance, le partage, l'honnêteté. Et c'est des valeurs que je trouve qu'on ne travaille pas assez à l'école et pas assez en famille. Voilà. De toute façon, c'est toujours bien, partout où je vais, j'aime montrer mes photos et surtout montrer les légendes et parler de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quoi. L'exposition se déroule jusqu'au 24 septembre. Elle sera ensuite observable au Cap Saint-Jacques à Guyancourt du 25 septembre au 5 octobre, ainsi qu'à l'église Saint-Victor, toujours à Guyancourt, du 6 au 11 octobre. Le week-end dernier, c'était bien sûr les Journées européennes du patrimoine. Pour l'occasion, le musée d'archéologie nationale, installé à Saint-Germain-en-Laye, a proposé des visites pour le moins originales. Il était possible de découvrir les techniques pour sécuriser, protéger et évacuer une œuvre en cas de situation de crise. Antoine Durand et Nicolas Dandry. En cas d'incendie, d'inondation ou de guerre, comment sont protégées les œuvres d'un musée ? C'est ce qu'a décidé de présenter le musée d'archéologie nationale pendant les Journées du patrimoine. Un vrai casse-tête quand on sait que le musée regorge de plus de 3 millions d'œuvres. Il y a des critères historiques, stylistiques, scientifiques, histoire, il y a un sujet rare. Voilà, donc tous ces critères-là, les conservateurs vont les examiner et vont donner un ordre pour l'évacuation de ces objets et une priorité. C'est dans la salle Piette, l'une des plus anciennes salles du musée, et surtout chargée d'histoire, que se déroule cet atelier. Je trouvais très drôle de faire cette animation dans la salle Piette avec les Vénus, voilà, et de montrer avec mon collègue comment on conditionne ces œuvres pour permettre leur évacuation facilement, sachant que ce ne seront pas nous en cas de problème qui évacueront, ce sont les pompiers. Le déplacement de ces œuvres d'art demande une véritable logistique. La taille, le poids, mais aussi l'âge et les restaurations faites sont à prendre en compte avant de sécuriser et déplacer une pièce. Tout est généralement conditionné soit en caisse, petite ou même très large, ou des jarres, ou des choses beaucoup plus du pondéreux, donc tout ce qui est sculpture en pierre. Tout ça, c'est aussi transporté sur palette. Cet atelier, organisé uniquement durant ce week-end, a pu ravir le public et même confirmer l'apprentissage de certains. Ça a beaucoup confirmé ce que je savais, ce que j'avais pu voir à travers mes cours. Mais c'est vrai que là, le fait qu'ils nous ont montré sur place vraiment le conditionnement avec l'emballage des œuvres dans les mousses, dans le papier Tyvek, etc. Ils nous ont montré vraiment tout le matériel et c'était très intéressant et très, très enrichissant. Le musée aura trouvé son public puisque ce week-end, 3200 personnes auront déambulé entre les murs du château de Saint-Germain-en-Laye. Et lors de ces journées du patrimoine, un trésor se dévoilait. Le parc de la Villa à Beauchêne-au-Vézinès s'ouvrait au public pendant 2 jours. C'est là que vécut Joséphine Baker pendant 18 ans, au programme exposition et spectacle musical, pour célébrer l'artiste qui sera panthéonisé le 30 novembre prochain. Une découverte avec Mélanie Poquet et Célia Gatsongo. C'est de 1929 à 1947 que Joséphine Baker a vécu dans cette demeure. Pour les Journées européennes du patrimoine, la Villa Beauchêne a ouvert ses portes ou plutôt son extérieur. Des visites commentées du parc étaient organisées par les membres de la Société d'histoire du Vésinet. C'est en 1929 qu'ayant commencé à avoir une certaine notoriété et certains revenus, elle a pu, avec son mari de l'époque, acheter cette maison. C'est quelqu'un qui est venu habiter ici pour être tranquille. Donc elle vivait au milieu de ses animaux. Un spectacle musical a eu lieu dans la cour de la villa. Les visiteurs présents ont pu également voir l'exposition consacrée à la vie de Joséphine Baker. Récemment, j'ai lu un livre qui racontait sa vie, donc j'ai découvert cette femme que je connaissais très peu en fait. Et voilà, et comme on habite pas loin, c'était l'occasion de voir là où elle a vécu un moment de sa vie. C'est très bien, c'est super bien fait, les guides sont gentils. En savent beaucoup, donc c'est agréable dans un cadre super. Grâce à la notoriété de cette danseuse et meneuse de revue, la ville du Vésinet bénéficie d'une attractivité culturelle. La célèbre artiste est souvent mise à l'honneur.
Elle est mise en avant, nous lui avons donné son nom sur une salle associative. Nous avons prévu aussi de donner son nom sur une place dans un des nouveaux quartiers que nous sommes en train de construire. Durant la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker s'engage dans la résistance. C'est donc grâce à son service rendu pour la nation qu'elle entrera au Panthéon le 30 novembre prochain. Ce sera la première habitante du Vésinet à être panthéonisée. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Célia Gatsongo et l'émission 7-8 Culture. Célia Gatsongo qui reviendra notamment sur la réouverture du musée Maurice Denis. C'est à Saint-Germain-en-Laye. Belle soirée avec TV78.